À l'Assemblée nationale, il suffit de tendre un micro pour constater les divisions de la gauche. On votera à la censure, comme nous l'avons toujours fait. Les raisons pour lesquelles nous avons fait le choix de ne pas censurer sont profondes, elles sont structurelles. Nouvel épisode d'hier avec une énième tentative ratée de faire tomber le gouvernement. La France insoumise n'a pas tardé à accuser les socialistes de trahison. Je le dis, ce changement d'alliance des socialistes va coûter extrêmement cher au pays. Fini les grandes heures de la gauche rassemblée au sein de la NUPES et le sursaut du nouveau Front populaire. À un an de la présidentielle, la gauche avance en ordre dispersé. Une primaire aura bien lieu le 11 octobre pour désigner un candidat. Mais sur la photo de famille du Front populaire 2027, lancée le week-end dernier, des ténors de la gauche manquent à l'appel. Fabien Roussel et les deux favoris des sondages, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Et ils auraient tort à entendre Marine Tondelier. Toutes les personnes qui prétendent pouvoir se qualifier au deuxième tour seules vous mentent. Se mentent à elles-mêmes et mentent à leurs électeurs. Le PS, lui, réserve sa réponse. Son numéro 1, Olivier Faure, était bien sur la photo, mais des figures du parti ne voient pas cette primaire d'un très bon œil. La dernière fois où nous avons eu un candidat unique pour la gauche, cette gauche, c'était Benoît Hamon. En 2017, il a fait 6,35%. Donc nous regarderons d'abord quels sont les rapports de force au sein de la gauche, de cette gauche, pour les municipales, et nous pourrons ensuite mieux décider. Il y a 6 ans, les écologistes avaient gagné des grandes villes. Les socialistes avaient repris des couleurs en renforçant leur bastion. Alors la gauche réussira-t-elle le test des municipales de mai prochain? Qui peut tirer son épingle du jeu? Une union de la gauche est-elle possible en 2027? Nos 3 invités pour ce débat, Jérôme Jaffray, bonsoir, politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Jérôme Jaffray, selon vous, il y a peu de chances que la primaire de gauche aille jusqu'au bout. Quand bien même ça serait le cas, ça ne résoudrait pas le problème des divisions, ajoutez-vous. Et ce ne sont pas les municipales qui pourraient permettre de clarifier la situation. À côté de vous, Léo Rossel, bonsoir. Historien, enseignant en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes par ailleurs membre de la rédaction du média Le Vent se lève, un média que l'on peut raisonnablement, vous ne nous en voulez pas classer à gauche. Voilà, c'est le cas. Et à propos de la question qui nous intéresse, vous considérez que la gauche est aujourd'hui éclatée, mais il faut voir dans quelle mesure ces différentes composantes seront capables de se réunir au second tour des municipales, donc ce sera avant le 22 mars prochain. Cela dépendra aussi du poids des stratégies présidentielles. Et à côté de vous, Astrid de Villaine, bonsoir, journaliste politique. Vous produisez et présentez l'émission L'Esprit public chaque dimanche sur France Culture. Vous avez publié Décrypter nos institutions politiques et vous estimez que l'union de la gauche n'est pas forcément synonyme de victoire. Souvenons-nous, ajoutez-vous, de Mitterrand et Hollande qui avaient des concurrents sur leur gauche et qui ont quand même été élus. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne à gauche pour faire, d'une certaine façon, consensus. Et on va démarrer avec ce mot de globish, le casting du jour. Oui, qu'on adore. Hein. Ce casting, c'est celui qui a officiellement lancé donc, la primaire de la gauche pour la présidentielle qui aura lieu le 11 octobre prochain. C'était à Tours samedi dernier. Regardez. Astrid de Villaine, question simple. Ce qui vous marque comme nous sur cette photo, ce sont les grands absents. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils sont nombreux. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on peut retenir. Il y a beaucoup de candidatures à gauche pour un électorat qui est peut-être pas aussi important que toutes ces candidatures. Et en effet, il manque quand même Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann qui semblent en tout cas être les plus portés, en tout cas pour l'instant, dans les sondages. Moi, quand même, je ne m'avancerai pas pour dire que cette primaire est vouée à l'échec. On verra. Ils ont quand même le mérite de s'unir, de se mettre ensemble. Les primaires, elles sont très contestées. Mais elles ont quand même, dans l'histoire récente politique, montré qu'elles mettent la focale, elles mettent la lumière médiatique, elles permettent des débats. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà été candidat 3 fois, je comprends qu'il n'ait pas envie d'y aller. J'ai un peu plus de réserve pour Raphaël Glucksmann. Il a fait 13,8% aux européennes, c'est quelque chose, mais c'est pas non plus suffisant. Je pense qu'il aurait intérêt à y aller parce que s'il l'emporte, ça fait un sacré strapontin. Léo Rossel, plus on est haut dans les sondages, moins on a intérêt à faire une primaire. En tout cas, c'est vrai que si on regarde les absents, en effet, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann, ce sont les deux les plus hauts dans les sondages quand on regarde ceux qui ont été publiés récemment. Alors, on pourrait penser en effet qu'il gagnerait en légitimité à se présenter et à gagner potentiellement une primaire. Mais dans le même temps, en réalité, on aurait du mal
à concevoir que Jean-Luc Mélenchon, s'il venait à perdre cette primaire au bénéfice, par exemple, de Raphaël Glucksmann, soutiendrait ce dernier. Et inversement, on imagine mal Raphaël Glucksmann soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, c'est tout le problème de ce type de mécanisme que sont les primaires. On a bien vu aussi pour 2017, lors de la primaire du PS, le fait que Manuel Valls n'avait finalement pas soutenu Benoît Hamon. Et donc ça montre bien aussi les limites de ce type d'outils, d'autant plus sur un socle aussi diversifié et aussi hétérogène. Alors, puisque vous parlez du report de voix, Jérôme Jaffray, on voudrait vous interroger sur ce qu'on va voir sur ce sondage, sur le report de voix dans le cas de 2 scénarios. Si par exemple on se retrouve au second tour entre Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella, eh bien les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, à 49%, se réfugieraient dans le vote blanc, nul ou abstention. Dans la deuxième option qu'on va voir également, si jamais c'est Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, ça monte à 72% des électeurs de Raphaël Glucksmann qui ne se prononceront pas, qui resteront dans le blanc, le nul et l'abstention. C'est ça la difficulté aujourd'hui de la gauche, c'est de trouver une union, et on le voit là ? Oh, si ça n'était que cela, la difficulté de la gauche, on s'en sortirait très bien parce que je parle d'expérience. Les sondages de report du second tour que vous les commentez, excusez-moi de vous le dire, 13 mois, 14 mois avant l'élection, quand on ne connaît même pas les résultats du premier tour, quand on ne sait pas qui sera réellement qualifié, quelle campagne, par exemple, aura réellement mené Mélenchon. Parce qu'en général, voyez-vous, Mélenchon, c'est pas le même homme. Mais ça ne dit pas quelque chose des gauches irréconciliables pour vous, tout de même. Alors, ça dit une différence claire entre Mélenchon aujourd'hui et d'autres candidats de gauche. Il y a plus de volonté de ne pas voter Mélenchon au second tour, mais je n'attache pas une importance énorme au second tour. Mais je constate que vous ne m'interrogez pas sur la primaire. Alors, allez-y. Eh bien, allez-y. Est-ce qu'elle est normée ou pas, cette primaire D'abord, vous avez dit dans votre introduction, cher Benjamin Sportouche, elle aura lieu le 11 octobre. Nous verrons. Nous verrons si elle a effectivement lieu. Vous n'y croyez pas vraiment. Parce que le problème d'une primaire, comme on sait d'ores et déjà que le Rassemblement national, son ou sa candidate, sera qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, ça, c'est une immense probabilité. Tout le problème, c'est donc l'unité. Il faut un seul candidat pour représenter la gauche au premier tour de l'élection présidentielle pour avoir des chances sérieuses de se qualifier, soit parce qu'on aura sélectionné, soit parce que les électeurs auront choisi de se déporter totalement vers ce candidat. Le deuxième façon de faire, c'est le calcul de Mélenchon. Les électeurs viendront vers lui par sa campagne, son talent, son charisme, sa capacité et la fait qu'il ne fait pas en campagne le genre de numéro de polémique qu'il fait par ailleurs. Et pour le problème de la primaire, si vous voulez, c'est qu'elle ne réunit et Astrid de Villaine l'a souligné, qu'une petite partie de la gauche. Et deuxièmement, les socialistes doivent voter pour savoir s'ils acceptent la primaire. Et vous imaginez, dans le vote des socialistes, quand on va demander aux militants, est-ce que vous êtes prêts à faire la campagne de Ruffin ou de Tondelier s'ils gagnent la primaire ? À mon avis, ça fait un sacré thème de campagne. Attendez, on va y revenir, mais on va s'intéresser avec notre archive à une primaire, à l'issue surprenante. Une primaire censée désigner un champion à gauche ou une championne. En voici une dans le passé qui remonte à 2022, primaire populaire. Que la personne arrivée en tête est Madame Christiane Taubira. La ferveur au QG de Christiane Taubira. Elle vient de remporter la primaire populaire, largement devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Face à ses militants, l'ex-garde des Sceaux appelle à l'union. Nous devons trouver une clé, nous devons trouver un chemin, nous devons trouver un langage de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités. Mais quelques instants plus tard, ses principaux rivaux lui répondent sèchement. Il balaie d'un revers de main la légitimité du scrutin. Face à ces fins de non-recevoir, Christiane Taubira dénonce le mépris des autres candidats de gauche. Le recel, au final, il n'y a pas eu de Christiane Taubira sur les starting blocks. Elle a dû abandonner. Voilà le résultat d'une primaire à gauche aussi. C'est un peu la limite que je montrais tout à l'heure. C'est le fait que le résultat d'une primaire n'engage que ceux qui y croient finalement. Et en effet, cette dispersion des candidats à gauche à l'époque et finalement le refus de Christiane Taubira de se présenter avait à ce moment-là profité à Jean-Luc Mélenchon qui avait fait son meilleur score lors d'un premier tour de l'élection présidentielle. Et je rejoins ce qui vient d'être dit juste avant sur le fait que le pari actuel de la France Insoumise et de son probable candidat pour 2027, Jean-Luc Mélenchon, c'est de réitérer ce geste de 2022 et essayer de
réussir à avoir ces 400 000 voix qui avaient manqué à l'époque. En fait, aussi pour 2027, ce qui va se jouer, ça va être le seuil de qualification pour le second tour. Le pari, c'est que la droite sera divisée, la gauche aussi, et qu'avec ce socle assez solide, avec cette base relativement solide d'électeurs pour Jean-Luc Mélenchon, cela pourra se jouer cette fois-ci avec quelques voix au-dessus et non pas en dessous. Mais Astrid Denis, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnalité consensuelle à gauche au final ou pas? Je ne sais pas s'il faut quelqu'un de consensuel, mais il faut un candidat ou une candidate qui, j'allais dire, écrase tout, écrase la concurrence. Et ça, on ne l'a pas. Jean-Luc Mélenchon est très clivant, très marqué à gauche. Moi, je pense quand même qu'en France, une présidentielle, ça se remporte au centre. Raphaël Glucksmann, pour l'instant, ne prend pas. Je pense qu'on n'a pas parlé de François Hollande, qu'il ne faut pas l'oublier. Attendez, ça ne saurait tarder. Et sur cette histoire de primaire de votre archive, rappelons-nous quand même le contexte de cette primaire populaire. C'était pas la primaire socialiste de 2011, très bien organisée, 2,5 millions de votants, 5 à l'époque ou 6 candidats qui pouvaient se permettre d'être président de la République, Martine Aubry, etc. Et une victoire à la clé. Là, c'était une primaire organisée par des militants, avec un scrutin un peu bizarre, un vote préférentiel que personne n'y comprenait rien, où ils mettaient des gens qui ne voulaient pas être dans cette primaire. Donc, et Christiane Taubira n'a pas pu obtenir les 500 parrainages. Elle a donc dû renoncer. Et c'est vrai que là, au moins, ils ont retenu ça, c'est-à-dire qu'ils demandent à tous les candidats de cette primaire du Front populaire d'avoir les 500 parrainages de maire avant. Alors, vous parliez de François Hollande, justement, on va l'écouter, l'ancien président de la République, qui, lui, veut y croire. Écoutez. Pour gagner, il faut qu'il y ait une grande force politique qui naisse d'ici 2027. Cette grande force politique, c'est une force de centre-gauche, on l'appelle comme on voudra, qui couvre un large espace, et qui puisse à la fois être en capacité d'arriver au second tour et de gagner au deuxième tour, sans doute face au Rassemblement national. Jérôme Jaffray, ça peut être le plus petit dénominateur commun de la gauche, vous êtes insolent, vous. Alors, il le sera plus. Au fond, Hollande part d'un principe simple, il y a deux gauches. Et il faut que ces deux gauches se comptent. Il y a une gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon en est le héros, et il y a une gauche réformiste qui doit s'organiser. Et quand ces deux gauches existent et arrivent à l'unité d'une façon ou d'une autre, la gauche peut gagner. Donc Hollande explique, cette gauche réformiste doit s'organiser. Il ne dit pas encore autour de moi, pour moi. Il pense très fort. Enfin, c'est clairement ce qu'il pense, surtout qu'il a dû considérer que Glucksmann n'avait pas témoigné de talent d'expression et de discussion pour mener une campagne en direction des Français eux-mêmes, quels que soient par ailleurs ses mérites qui sont grands. Et donc Hollande peut considérer que, pourquoi pas. Maintenant, le problème, c'est que la gauche peut-elle s'offrir deux candidats au premier tour de la présidentielle sans aller à l'élimination? Et ça, Hollande ne répond pas à cette question. Ça supposerait que la gauche réformiste soit capable, cette fois-ci, d'écraser la gauche radicale au premier tour et de transformer le vote utile en sa faveur. Ça fait beaucoup de paris, me semble-t-il. Beaucoup d'hypothèses, Léo Rossel. Après, si on regarde aussi historiquement, on voit que systématiquement, quand la gauche a gagné une élection présidentielle, elle était divisée. C'était le cas de François Mitterrand, il y avait Georges Marchais en face. C'était le cas aussi de François Hollande, il y avait un Jean-Luc Mélenchon assez... Excusez-moi, mais est-ce que vous tenez compte de la puissance du Rassemblement national quand vous dites que c'est très bien quand la gauche est divisée au premier tour? Alors, je n'ai pas dit que c'était très bien que la gauche soit divisée. À peu près, vous l'avez à peu près dit. On est encore par rapport à la question du seuil de qualification, et je pense que si on observe les choses froidement, par rapport aux stratégies des partis de gauche à l'heure actuelle, ils ont admis le fait que le Rassemblement national sera au second tour, et la question c'est qui va incarner le potentiel candidat face à Jordan Bardella ou face à Marine Le Pen. Par rapport à ça aussi, ces deux gauches irréconciliables. Bon, alors, il y a d'autres moments historiques où on a vu qu'ils étaient capables de se réunir. C'était le cas sous le Front populaire. C'était le cas, mais à chaque fois, quand il y a un enjeu, un intérêt ou un enjeu, une menace considérée comme plus important, le Front populaire, c'était la montée du fascisme. Donc, ça fait penser un petit peu au nouveau Front populaire, justement, face à la montée du Front national, du Rassemblement national. C'était le cas aussi au moment de la Libération, quand il fallait refonder la République et reconstruire le pays. Bon, il y a plusieurs exemples comme ça. Mais par rapport, en effet, je pense que pour 2027, on va vers un affrontement de deux pôles de ces deux fameuses gauches et de Jean-Luc Mélenchon d'un côté et de Raphaël Glucksmann de l'autre. Et ça pose tout le problème de cette primaire, parce que le candidat ou la candidate qui sera
désigné par cette primaire sera nécessairement pris en étau entre ces deux candidatures. Mais Astrid de Villaine, est-ce qu'il y a quand même des thématiques qui permettent de rassembler les électeurs de la gauche? Est-ce que ça peut être la justice sociale, l'écologie, le régalien? Oui, en fait, c'est exactement ce que vous disiez. Dans les moments clés, cruciaux, ils arrivent à mettre leurs différences de côté. Mais moi, je crois quand même qu'on est dans un moment politique où les électeurs et les électrices auront envie de clarté. Et c'est vrai que si on prend ces deux personnalités, peu importe si ce sont elles à la fin, mais ce qu'elles représentent, les sociodémocrates et la gauche radicale, ils n'ont pas grand-chose en commun sur un sujet qui va être très important en 2027, qui est l'international. Les alliances, la façon dont la France se comporte vis-à-vis de la Chine. Exactement. Donc, et ne parlons même pas de... Je pense que Raphaël Glucksmann va assumer une partie du bilan de François Hollande. Il se considère comme un social-démocrate. Je pense qu'il fait une erreur d'aller trop au centre. On sent bien qu'il veut récupérer l'électorat d'Emmanuel Macron, déçu. Mais je pense que c'est une erreur fondamentale, parce qu'il faudrait d'abord qu'il montre qu'il est de gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est dans un programme très radical, et il peut se le permettre, puisqu'il n'a jamais été aux manettes. Mais vous voyez, je pense que ces deux gauches-là cohabitent, ça ne me choque pas, parce qu'en fait, elles représentent deux corps électoraux bien distincts. Et après, ce sont les électeurs qui feront leur choix. Vous vous souvenez, en 2022, Jean-Luc Mélenchon fait 22%, Anne Hidalgo 1,75%. Sans lui faire offense, c'est comme si elle n'avait pas été là. C'est comme s'il y avait l'union de la gauche qui s'était faite dans les urnes. Mais Jérôme Jaffray, pardon, mais le problème de la gauche, est-ce que c'est pas que la France soit à droite? La droitisation, c'est une droitisation politique du pays, mais une droitisation vers l'extrême, pas vers la droite modérée. Et ça change tout. C'est-à-dire que nous avons effectivement un Rassemblement national qui a changé de niveau. Quand nous additionnons maintenant, actuellement dans les enquêtes, le total du ou de la candidate RN, du ou de la candidate Reconquête, parce que là aussi, nous avons un choix paritaire possible, et éventuellement Dupont-Aignan, on est maintenant autour de 40% des voix au premier tour de scrutin. Et c'est l'effondrement de la droite modérée qui rend ce phénomène possible, en partie. Donc, effondrement de la droite modérée, extrémisation des choix électoraux, c'est ça qui fait la différence. Maintenant, sur d'autres thèmes, qui sont des thèmes, si vous voulez, concernant par exemple les thèmes sociaux, les thèmes économiques, nous n'avons pas du tout la même droitisation. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les intentions de vote, les envies de comportement électoraux, qui sont en partie dictées par la colère d'une partie du pays sur sa classe politique et les thématiques qu'ils veulent voir développer. Et là, ça nous crée une zone d'incertitude pour la campagne électorale à venir. On va justement continuer dans la perspective des municipales. On va faire le point avec vous, Anna, sur les communes où le nouveau Front populaire existe encore. Elles sont rares. Fontenay-sous-Bois et dans le Val-de-Marne et Agen dans le Lot-et-Garonne font figure d'exception. On pourrait même les appeler les irréductibles communes du NFP. Il n'y a qu'à voir l'affiche de campagne de Fontenay. Tous les logos de la gauche sont présents. PS, écologiste, PCS et LFI. C'est le résultat du travail que nous avons mené depuis 6 ans, avec de la confiance, du respect, des objectifs communs, mais aussi du débat. Se félicite Jean-Philippe Gautret, qui est le maire communiste sortant, candidat à sa réélection. Et du côté d'Agen, la gauche plurielle qui va là du PS à LFI en passant par Place Publique, emmenée par Laurent Bruno, espère détrôner le maire actuel MoDem, Jean Dionis. Alors pour lui, l'union s'est faite assez naturellement. On est sur des questions locales, dit-il. La politique nationale ne transpire pas ici. Leur méthode, c'est donc une charte de travail commune. On parle contenu et programme avant de parler personnalité. Et on privilégie surtout des sujets sur lesquels il y a des points de convergence. L'école, la santé, la cantine, les services publics. Et ça, selon un des représentants départementaux du PCF, c'est à mettre au crédit de la NUPES et du NFP. Léo Rossel, on le voit, ces deux communes sont quand même des exceptions. Est-ce que ce sont les deux petits arbustes qui cachent la forêt ? Bonne question. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les directions nationales ont donné des directives, en tout cas pour ce qui est de la France insoumise, de candidatures plutôt autonomes. De l'autre côté, les autres anciennes forces du nouveau Front populaire ont parfois tendance à penser que la France insoumise pourrait constituer aussi un repoussoir par rapport à l'impopularité de Jean-Luc Mélenchon, et donc partent du principe que c'est pas forcément plus mal de partir divisé, en tout cas au premier tour, et ensuite ce sera lors des tractations de second tour de voir s'il y a une conquête possible, en tout cas une victoire possible, voilà, de la gauche unie. En effet, donc voilà, ce sont deux exemples à l'heure actuelle où on parle assez rares, enfin en tout cas
vraiment particulier. Et les tractations dans les mois futurs entre les grandes organisations qui font partie du Nouveau Front Populaire, l'ancien Nouveau Front Populaire, nous permettront de savoir s'il y aura d'autres dynamiques de rassemblement. Alors justement, ça sera un vrai test ou pas les municipales pour vous, notamment pour les fusions ou les ralliements entre les deux tours, entre ces deux tendances de gauche, que la gauche radicale et la gauche social-démocrate. Bien sûr, et en plus, on ne l'a pas encore dit, c'est le dernier scrutin. Avant la présidentielle de 2027. Forcément, beaucoup à gauche disent par exemple que les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, qui vous le savez ont changé de mode de scrutin, sont toutes à gauche. Si elles tombaient à droite, ce serait un sacré signal en vue de la présidentielle. Mauvais symbole, en l'occurrence. Maintenant, il faut faire attention. Et vous, les deux exemples que vous venez de nous citer sont parlants. C'est-à-dire qu'il y a 35 000 ou 36 000 communes en France, autant de scrutins à analyser différemment. Et souvent, localement, ça se passe quand même beaucoup mieux que nationalement. L'Assemblée nationale à Paris n'est pas du tout celle des conseils municipaux où les gens se parlent plus, sans vouloir caricaturer. Donc il faudra faire attention. En revanche, il y a beaucoup de scrutins, beaucoup de candidats qui ont intérêt à nationaliser. Et là, je pense aux Insoumis. Eux, vous l'avez bien vu à Marseille ou à Paris, ils présentent leurs candidats, ils tapent beaucoup sur le candidat de gauche. Rappelez-vous, Sophia Chikiro à Paris. Il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris. C'est sa première interview dans Le Parisien. On voit bien que son objectif, c'est de... Vous voyez, pourquoi ? Parce que si les Insoumis gagnent des villes, ils n'en ont pas vraiment, c'est une force politique beaucoup plus jeune, eux, ils pourront dire, c'est ce qu'ils font la gauche depuis 3 présidentielles. Regardez, on est devant, c'est nous qui allons gagner à la présidentielle. Moi, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut lire, que chaque scrutin est différent. Mais évidemment qu'il y a ces tractations et puis ces enjeux-là derrière à analyser. Jérôme Jaffray, ce sera un objet de clarification ou pas du tout les municipales ou vous pensez qu'il ne faut pas vraiment faire une lecture ? Question, effectivement, et Léo Rossel et Astrid de Villaine l'ont souligné, la grande question, c'est est-ce que les socialistes sont contraints ou pas de faire des alliances en intégrant la France insoumise au second tour de scrutin. De ce point de vue, Paris et Marseille, par exemple, sont évidemment assez décisifs. Et là, croyez-moi, la France insoumise, si elle passe 10% des suffrages exprimés, on peut se maintenir au second tour. Et voilà. Et si c'est la condition de la victoire pour les socialistes, par exemple, je pense à Paris, mais la France insoumise va les faire danser entre les deux tours de scrutin. À la fois sur la place dans les listes et sur les thèmes. Car il y a un communalisme de la France insoumise qui met un certain nombre de choses, dont des référendums citoyens à tire-larigot, etc., qui ne sont pas du tout dans la culture socialiste. La culture socialiste, c'est vous élisez des représentants, ils gèrent la commune du mieux possible, et on ne va pas en plus demander en permanence aux électeurs leur avis. Donc ça va être très, très intéressant. Eh bien, à suivre, et on en reparlera après le 22 mars. Merci à tous les trois d'être venus débattre, c'était passionnant.